Un magicien n'est jamais en retard, disait ce bon vieux Gandalf. Et ben maintenant, c'est sûr, je suis pas magicien. Mais qu'est-ce que je suis ? Aujourd'hui, on va pas parler philosophie, mais des différents postes qu'assure un solo dev, et pourquoi il lui est si difficile d'être à l'heure. Tout d'abord, par solo dev, j'entends une seule personne travaillant sur un jeu vidéo. Elle peut utiliser des ressources extérieures, mais elle sera obligée de devoir chapeauter plusieurs corps de métier sur plusieurs mois. Les premiers exemples qu'on a en tête, c'est ceux qui ont sorti des succès avec plusieurs millions de ventes, comme Marcus Persson en 2009 avec Minecraft, ou encore Eric Barron en 2016 avec Stardew Valley. Mais dans l'air du temps, il y a ceux qui partagent leur travail sur les réseaux, par exemple Randy avec Terrafactor, ou encore Lost Relic Games avec Blood and Mead. Et en français, je pense à Doggero avec Larsin Laser, ou Woom avec Kitty's Last Adventure. Et quand je ratisse YouTube, là-dessus, on peut facilement en compter des milliers, si ce n'est plus. Un point commun dans tous ces projets, c'est les délais prévus qui sont souvent compliqués à tenir. Mais tu parles des autres, mais toi, pourquoi tu es en retard ? Oui, pour ma part, j'ai un retard de plus de 6 mois depuis ma dernière prédiction. Mais c'est parce qu'il y a trop de postes de travail où j'ai pas d'expertise. Et je pense que c'est une des pistes d'explication de ces retards. Vous voulez des exemples ? La vie d'un vétéran à moitié fou dans les tranchées depuis 5 ans ? Eh bien ça tombe bien, j'ai prévu une liste de postes qu'on pourrait faire à temps plein, qu'un solo dev doit maîtriser, et cerise sur le gâteau, pour chacun d'entre eux, je vous lâche la leçon que j'ai apprise dans Les larmes et le sang. C'est parti. Game designer. Bon, on commence par la base. Il faut d'abord créer une nouvelle activité marrante qui implique. C'est le rôle de l'architecte de jeu ou game designer. Il va définir les grandes règles. Pour Band of Mercenaries, ça consistait à imaginer la loupe du mode mercato, avec les paris, ou celle du narratif avec l'enchaînement de scènes à choix multiples. Bah oui, ça sort pas d'un chapeau, généralement c'est souvent lié à ce qu'on a déjà joué, et chacun pond selon sa propre culture du jeu, vidéo ou pas d'ailleurs. Ma leçon, c'est qu'un jeu fun n'est pas forcément un jeu équilibré. Tant que vous récompensez la frustration d'une manière ou d'une autre, le joueur y trouvera son compte. Ensuite, il y a des sous-classes de ce poste-là. Je vous lise juste les éléments, sinon la vidéo va exploser. Level designer qui imagine les niveaux, character designer les personnages, ou encore UX designer l'interface utilisateur. Testeur. Le second grand poste lié au jeu, c'est le testeur. On peut automatiser certaines parties, mais d'autres seront toujours à faire manette en main, car il y a toujours des bugs. Et la première ligne de défense, c'est le créateur. Pour mon jeu, j'ai quelques tests automatisés, notamment pour l'IA. Sinon, le reste est manuel. Il y a juste des outils pour aider. Par exemple, en se mettant invincible pour tester une scène de jeu. La leçon, le plus difficile ici, c'est de tester aux limites du système, et de ne pas jouer comme un dev qui a peur que le jeu casse. Programmeur. Ensuite, le plus évident, programmeur ou développeur. Il implémente réellement les règles et le fonctionnement du jeu. Je vais mélanger le côté conception et le pissage de code, mais en réalité ça peut être considéré comme deux boulots séparés. Un ordre de grandeur pour Band of Mercenaries, il y a environ 700 scripts avec en moyenne 100 lignes de code, et quelques scripts peuvent atteindre le millier de lignes, comme le Pathfinder, utilisé pour que l'IA trouve des chemins dans l'arène. Après, ces chiffres sont à relativiser. Un développeur plus chevronné aurait sûrement, avec une meilleure architecture, un projet moins lourd. La leçon, généralisez vos classes pour contraindre et propager facilement les changements, composer pour rendre flexible et personnalisable. Les techniciens comprendront. Les sous-classes de ce poste qui méritent une mention, programmeur système qui fait les fondations, programmeur jeu qui utilise les systèmes pour implémenter des fonctionnalités, programmeur outil qui fabrique des outils pour faciliter la vie, programmeur shader qui code des visuels. Tous ces programmeurs ne vont pas utiliser les mêmes fonctions ou architecturer le code de la même manière et développent un vrai savoir-faire, ce qui les rend uniques sur des plus grosses productions. Intégrateur. Alors là, je vais vous parler du grand oublié des projets, l'intégrateur logiciel. La personne qui intègre ce que les designers ont décidé ou ce que les artistes ont produit avec les outils qu'ont fait les devs. Ça peut aller de l'importation de modèles 3D au remplissage de cases Excel. C'est très vaste. Dans mon projet, la plus grosse part d'intégration concerne le narratif. Chaque scène doit être représentée avec des infos de base, comme des éléments graphiques qui eux-mêmes comportent du texte, des sons ou des images. Et tout ça, faut les créer et les remplir. Un vrai travail de petites mains. Clairement ici, c'est une erreur de ma part, parce que c'est la première fois que j'intégrais autant de données, et donc je m'attendais pas à cette charge. D'où la leçon, privilégiez des outils de conception au sein de votre logiciel, ou utilisez des outils disposant de librairies d'extraction pour automatiser au maximum l'intégration. Illustrateur. Pour les assets visuels, je vais évoquer simplement les postes 2D, mais pour des projets 3D, il y a des équivalents. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, les visuels, c'est l'illustrateur ou l'artiste 2D qui s'en charge.
Faut bien s'imaginer que chaque personnage, monstre, projectile, bloc, caisse, nuage, montagne, arbre, bouton, icône, panel et j'en oublie sûrement, sont à dessiner pour exister. Comme j'en avais parlé pendant l'épisode 4, la résolution des personnages que j'ai choisi avec une taille de sprite de 100 sur 100, c'est un gouffre à temps. Avec l'expérience, je suis plus rapide, mais ça reste long à produire. Ma leçon, prototyper le style visuel. Ce qui prend du temps, c'est la technique de production et le niveau de détail. Et pourtant, aucun des deux n'est garant d'une identité graphique attirante. Les sous-classes de ce poste qui méritent une mention, c'est l'artiste personnage, l'artiste environnement, l'artiste UI qui s'occupe de l'interface utilisateur, ou encore l'animateur qui va donner du mouvement aux images. Ingénieur son. Selon moi, le son est le vilain petit canard souvent laissé de côté dans les petites productions. En même temps, il prend du temps à produire, l'identité sonore n'arrive qu'en second plan pour attirer des joueurs, et la courbe d'apprentissage est tellement raide. Perso, j'ai abandonné l'idée de faire mes musiques. Heureusement, même si on perd le côté unique, il existe des belles âmes qui ont rendu accessible leur travail, ou avec lesquelles collaborer. Mais bref, le gros du son pour mon jeu, c'est l'audio du narrateur et de certains personnages du solo. Il faut préparer le petit studio pour uniformiser les prises son, mettre dans de bonnes conditions la voix, diriger le comédien, puis sélectionner, couper et post-traiter pour sortir le meilleur son possible. La leçon que j'en tire, hydratez-vous au maximum et mangez une pomme avant de faire la prise. Ça semble réduire les clics de la bouche, des petits bruits intempestifs. Car une bonne prise réduit drastiquement le travail de traitement. Quelques sous-classes de ce poste qui méritent une mention, architecte son ou sound designer qui chapeaute l'identité sonore du jeu, compositeur ou musicien, et comédien voix ou bruiteur. Mais je t'assure, certains conscrits venus de Solmar se comportent vraiment bizarrement. C'est dans ta tête, ma sœur. Ils sont tous pareils, simplement terrifiés. Attends. Scénariste. Tous les jeux n'en ont pas besoin, mais dès qu'on va avoir une aventure, il faut écrire le plot. On n'est pas habitué car la majorité des histoires tiennent sur un post-it, mais certains jeux brillent grâce à une écriture maîtrisée, et ça, c'est un métier. On arrive au point où je me suis cassé les dents. De base, je suis pas un littéraire, lecteur de BD, je me suis intéressé au roman assez tard, et bref, j'ai essayé d'écrire une histoire, mais c'était nul. On n'imagine pas le montant de travail pour créer un univers cohérent, des enjeux réalistes et des personnages intéressants. Écrire une histoire, c'est difficile, mais une histoire non linéaire, avec des variantes, c'est un enfer quand on n'est pas écrivain de métier. Ce que je retire de mon humble expérience, utilisez les tests de personnalité utilisés par les RH, du type MBTI, pour créer des personnages variés avec des traits différents et réalistes. Même pour l'écrivain, je pense qu'il y a des sous-classes. L'écrivain univers, histoire ou dialogue, selon ce qu'on doit écrire, on va pas passer par les mêmes processus créatifs. Chargé de communication. Bon, le nerf de la guerre, ça reste de parvenir à toucher les joueurs. Sinon, c'est juste une aventure d'esprit. Je fais un post généraliste sous le nom barbare de chargé de communication, même si ça existe, pour en finir avec cette vidéo, mais clairement le marketing, à lui tout seul, ça pourrait faire un épisode. Ce que tu avais dit que tu ferais à l'épisode 8 d'ailleurs. Bref, avec Band of Mercenaries, la communication regroupe plein de choses. J'ai dû chercher des canaux libres pour présenter le jeu, tester différents réseaux sociaux, YouTube, X, Reddit, TikTok, analyser l'impact des différents formats de publication sur les wishlists, faire une page Steam attractive, définir le jeu en quelques mots, créer un trailer, créer un espace pour la communauté sur Discord, répondre aux commentaires, prendre les retours, et j'en oublie sûrement. Ma leçon, c'est d'abord de pas se décourager, d'expérimenter et de pas rester sur des stratégies qui n'ont pas marché. Par exemple, j'ai réduit la voilure sur les épisodes d'arrêt sur développement, parce qu'en fait, le rapport travail-wishlist est vraiment pas fou. Mais bon, je l'aime ce format alors, je continue. Mais pour revenir sur la leçon, j'ai eu un buzz à un moment sur un post Reddit qui avait eu 227 000 vues et 4,3 000 j'aime, upvote. La conversion en wishlist n'était pas très bonne, mais ça montre que c'est pas impossible de trouver la bonne formule. Quelques sous-classes qui méritent une mention, gestionnaire de plateforme qui s'occupe par exemple de la place du jeu sur Steam, influenceur qui va parler du jeu, community manager qui va fédérer un groupe autour du jeu. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour, même s'il doit rester quelques postes, vous avez l'idée générale, un solo dev va devoir maîtriser beaucoup de choses. Pour ce qui me concerne, je me considère en formation continue sur chacun d'entre eux. D'ailleurs, mes leçons et mes conseils sont comme toujours à prendre avec des pincettes. Et ça explique ton retard de 6 mois? Ah oui, le retard. Eh bien, lorsqu'on ne maîtrise pas complètement un savoir-faire, les prévisions comportent une marge d'erreur inversement proportionnelle à son niveau. Et vu que j'avais un niveau proche de 0 en écriture, ma marge d'erreur tendait vers l'infini. Ceci explique cela. Ce ne serait pas plutôt à cause du fait que tu voulais faire plein de branches dans ton histoire à choix? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo.
Plus sérieusement, j'espère que cette vidéo aidera de futurs solo devs à bien s'imaginer l'ampleur de ce qui les attend et que mes conseils pourront aider. Sur ce, je vous laisse, je dois terminer mon jeu. J'ai prévu un accès anticipé pour juillet 2026. Si, je vous assure, ça va le faire. Et j'espère vous y voir nombreux. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était le dev le plus lent de l'histoire, votre serviteur, Adak.